Merci Nathalie de te joindre à nous aujourd'hui sur ce sujet qui nous passionne toutes les deux, Avec plaisir. l'exécution de l'impact, notamment quand on est PM. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous donner des clés, des retours d'expérience. Pourquoi est-ce qu'on parle d'impact? Pourquoi est-ce qu'on parle d'exécution de l'impact et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pour voilà, grandir en tant que PM, reprendre un peu le contrôle aussi de son produit et sortir avec des choses actionnables. Donc, je vous donne quelques petites règles. Donc, évidemment, ce webinaire est enregistré. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va les regarder au fur et à mesure, pardon. Et puis, si vous avez envie de monter sur scène à un moment donné aussi pour échanger avec nous, c'est possible. Vous avez un petit bouton normalement en bas qui vous permet de demander à monter sur scène sur Riverside. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire coucou, à vous exprimer. L'idée c'est que ça soit le plus interactif possible. Bah, Nathalie, je te laisse te présenter. Ouais, je vais faire rapide. Donc moi c'est Nathalie, hyper contente d'avoir cette discussion avec toi, Marion, sur ce sujet tellement passionnant. Donc moi je suis CPO et mentor. J'ai une quinzaine d'expériences dans le doux monde du produit, principalement dans des environnements en B2B ou B2B2C. Je suis depuis quelques mois freelance et j'accompagne des entreprises sur des missions de CPO et de mentoring et coaching de leaders produits. Merci Nathalie. Bah, moi, je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Marion Le Cerf, je suis coach produit au OKR et cofondatrice de Fluo. Ça fait 18 ans que je suis dans le produit. J'ai fait à peu près tous les rôles, en commençant par le product marketing, PO, PM, Head of Product, Head of Operation, beaucoup en tant qu'interne. J'ai fait beaucoup de B2C. Et puis depuis 2019, je me suis tournée vers le conseil et donc j'accompagne les organisations de toute taille dans le pilotage par l'impact, puisque je suis donc au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on va bien exécuter sa stratégie? Quelles sont les clés? Comment est-ce qu'on monte en compétences aussi au fur et à mesure dans sa vie de PM et dans son évolution aussi de carrière? Et je suis aussi mentor et speaker, évidemment. J'organise plein d'événements et plein de conférences aussi. Donc, ravie d'être là aujourd'hui. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi ce débat? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Nathalie, est-ce que tu veux dire deux mots là-dessus? Oui, je peux te donner mon point de vue de pourquoi c'est si important. Alors de mon point de vue, c'est parce que on entend beaucoup parler du pilotage par l'impact, sans trop savoir en fait ce qu'on met derrière tout ça. C'est un sujet qu'on adresse surtout à des niveaux de leadership, pour donner des clés, pour transformer des organisations quand on a la possibilité de le faire. Et on parle un peu moins de ce que ça veut dire d'un point de vue contributeur individuel, donc un product manager dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire piloter son produit par l'impact? Comment on peut faire quand on est dans une organisation selon sa maturité, sur un produit selon sa maturité, etc. Donc, il me semblait important qu'on puisse en effet en parler, sachant que moi j'ai une expérience qui est plutôt dans l'univers startup PME. Et du coup, en parler avec toi, Marion, qui a une vision un peu différente, je pense que ça va être très intéressant pour tout le monde. Merci. Et oui, pour moi, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, puisque effectivement, comme tu le disais, le pilotage par l'impact, ça veut dire beaucoup de choses. On y met beaucoup de choses dedans, mais le clarifier, c'est important aussi. Quand on se met dans cette logique-là aussi, dans son quotidien, on change de paradigme. Et c'est important justement de l'expliquer. Et c'est la mission aussi qu'on s'est donnée au sein de Fluo, c'est voilà, d'accompagner l'ensemble des organisations de toute taille aussi à monter ses marches, à se poser les bonnes questions, à se focaliser sur ce qui va faire sens, ce qui va créer de l'impact. Donc on va revenir évidemment vous définir ce que ça veut dire ensuite. Et petit à petit, finalement, faire moins mais mieux et grandir aussi dans le pilotage de son produit. Vaste, vaste sujet. Vaste sujet, en effet. Eh ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet en essayant de vous expliquer par des exemples aussi de qu'est-ce que ça veut vraiment dire piloter par l'impact. Tu veux que j'entame? Ouais, vas-y, vas-y.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire piloter par l'impact? Piloter par l'impact, ça veut dire pas mal de choses, mais concrètement, ça veut dire s'intéresser à où est-ce qu'on va investir le temps de développement qu'on a à disposition dans notre entreprise, ou en tout cas, où est-ce que ça a le plus de valeur pour nous. Donc, concrètement, ça veut dire des impacts sur une organisation, ça veut dire des outils à utiliser, ça veut dire un peu de méthode, quelques process, mais la question clé, ça reste le nerf de la guerre qui est comment on priorise les sujets, comment est-ce qu'on pilote sa roadmap, de quoi on part quand on le fait, et ça à tous les niveaux, donc qu'on soit leader ou product manager tout simplement. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, quand on est dans un poste de leadership, c'est assez facile de mettre en place, enfin, c'est facile, c'est son rôle de mettre en place l'organisation qui va bien si on est convaincu que c'est la bonne façon de faire et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir tous les outils en main pour pouvoir piloter sa roadmap par l'impact. La réalité, c'est que c'est pas toujours le cas dans toutes les organisations. Qu'on est aussi souvent rattrapé par du day-to-day, par de la gestion de demandes top-down ou autre joyeuseté de ce type quand on fait du produit, et que c'est facile de perdre son focus du coup et de perdre ce pilotage par impact. Moi, de mon point de vue, piloter par l'impact, ça veut dire systématiquement se poser la question de pourquoi on fait les choses, tout simplement. Et ça, encore une fois, peu importe le niveau dans lequel on est et peu importe l'organisation dans laquelle on est. Alors, si on est dans des product managers, dans une organisation qui est quelque part peu mature sur ce type de culture de produit, ça va nous amener à faire un peu d'extra miles pour faire toujours cet exercice mental de rattacher le pourquoi aux choses qu'on nous demande de faire. Mais c'est ça aussi qui fera que on est un product différent au sein de son organisation et qu'on va se démarquer aussi et apporter une vraie valeur. Voilà. Très bonne définition. Que je compléterai de mon côté, souvent on associe le pilotage par impact avec un outil grandement utilisé et souvent très mal utilisé qui sont les OKR. Puisque dans Objective and Key Results, finalement, quand on traduit en français, c'est des ambitions et des impacts, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? Et effectivement, tu parlais de le quotidien, les choses qui vont tomber, parfois de manière top-down aussi, de par des besoins business ou de direction, etc. Mais fondamentalement, pour moi, piloter par l'impact, c'est effectivement, je te rejoins, c'est se poser toujours cette question du pourquoi et d'essayer de remonter aussi à chaque fois en se disant quelle est la vision. Donc la vision de la boîte, selon la taille de la boîte évidemment, si on est en start-up, en PME, on a une vision qui peut être aussi une vision produit. Quand on est dans des grands groupes, on redécoupe potentiellement le travail aussi parce que, alors si on n'est pas sur un pure player, on va être plutôt on va avoir une vision d'entreprise, on va avoir une vision de là où on veut aller, et après on va avoir potentiellement le département digital qui va accompagner tout ça aussi en support et te dire quelle est la vision du produit finalement. Pourquoi est-ce qu'on monte des plateformes? Pourquoi est-ce qu'on monte des apps? Pourquoi est-ce qu'on fait du software? C'est pour aller générer de l'impact. Et l'impact, ça veut dire quoi? C'est créer du business, c'est répondre à des besoins utilisateurs et c'est créer de la valeur en permanence. Donc, avec ou sans OKR, les OKR, ça reste un outil. Hein, je ferai un pas de côté là-dessus aussi parce que c'est largement utilisé. Mais si je remets un peu l'église au milieu du village, il faut bien retenir que les OKR sont un outil d'exécution de la stratégie. Donc, on est sur vision. Ensuite, les éléments stratégiques, ce sur quoi on va se baser. Et quelque part, qu'on ait des OKR ou pas, on s'en fiche en fait, c'est un outil. Et ben, ça va être se dire qu'est-ce qu'on va aller exécuter trimestre par trimestre, quarter par quarter, pour se dire qu'on va dans la bonne direction, qu'on va faire évoluer son produit, qu'on va répondre à nos besoins utilisateurs et qu'on va générer de la valeur business. Donc ça, c'est un peu le paradigme de départ. Euh, voilà. Donc il y a besoin d'avoir tous ces éléments-là aussi pour pouvoir se dire qu'on a de l'impact. Alors évidemment, c'est une big picture. Maintenant, effectivement, on en parlera aussi un peu après. En fonction de la maturité de la boîte, des équipes, etc., on peut avoir des actions aussi qui vont aller se raccrocher avec les éléments qu'on peut avoir. Parce que parfois, moi, j'accompagne des grands groupes et puis j'ai des équipes produits qui me disent, en fait,
On n'a pas une vision très claire de la strate de la boîte. Et parfois, c'est normal parce que la strate, elle est pensée aussi très haut niveau. Et donc, il faut se réapproprier ça aussi à l'échelle de son périmètre produit, en reposant une vision, en se raccrochant à ça et en se disant, OK, l'impact, c'est aussi le reflet de ma tactique en tant qu'équipe produit. Et Mm. ça, c'est des choses aussi, voilà. Donc, d'abord se mesurer, savoir où on va. Et donc, du coup, c'est un outil aussi de priorisation. Ouais, et j'ajouterais aussi que, enfin, c'est en effet, enfin, la baseline de pouvoir piloter par l'impact, c'est d'avoir cette vision, ces objectifs. Par contre, s'ils sont inexistants, ça veut pas dire qu'on ne veut pas le faire quand même. Tout à Ça veut fait. dire, par contre, réussir un peu à se réinventer sur son périmètre, peu importe l'ampleur de son propre scope. Mais il était tout à fait possible pour un PM ou une PM de définir ses propres objectifs à très court terme, à un peu moins court terme, à moyen terme, de potentiellement les proposer si c'est quelque chose qui est faisable dans son organisation, ou alors juste les garder pour soi, mais en tout cas continuer à, enfin, ou en tout cas enclencher ce travail mental de raccrocher. On me demande une fonctionnalité, elle répond à quel besoin, est-ce que ça a vraiment du sens de le faire ou pas? Tout à fait. C'est On se posait la question, enfin, tu posais la question au démarrage de pourquoi est-ce qu'on parle de ça, pourquoi est-ce que c'est si important de piloter par l'impact. Alors, en effet, ça veut dire se poser la question systématiquement où est la valeur, de maximiser la valeur de ce qu'on va mettre dans son produit ou du nouveau produit qu'on va pouvoir mettre entre les mains d'utilisateurs. Mais au-delà de ça, et donc générer du business pour l'entreprise, bien évidemment. Mais au-delà de ça, c'est aussi comme ça qu'on engage vraiment des équipes en interne. C'est comme ça que cette grosse équipe produit et tech peut vraiment fonctionner ensemble quand on donne une direction, quand on sait où est-ce qu'on va quand on sort de cette vision très court-termiste de j'ai une feature à shipper, j'ai je sais pas 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines de dev devant moi pour le faire, et ben d'un seul coup la responsabilisation de tout le monde est pas la même, l'implication de tout le monde n'est pas la même non plus, et du coup l'engagement est vraiment différent. oui, on se donne le cap, on le suit ensemble, on fête les victoires ensemble et quand on se plante, et ben, on se plante ensemble et on apprend Oui, et on est dans une expérimentation aussi, de concert. C'est pas que le rôle du PM. Souvent, voilà, on peut enfin, moi, j'ai déjà coaché des PM qui disaient: «C'est hyper dur». Alors, c'est hyper dur d'être PM, ça, c'est certain. Heu, mais voilà, la responsabilité, elle est aussi, sur toute l'équipe et souvent aussi, selon le niveau de maturité, mais on y viendra après, c'est réussir à engager aussi toute son. Moi, quand je parle d'équipe produit, j'inclus la tech, bien évidemment, et le mm, design, et le PMM, s'il y en a. Mais c'est de se dire, OK, on se tape tous dans la main, on co-construit et on sait où on va et on va expérimenter ensemble. Et c'est pas genre juste, je passe mon petit cahier des charges en développement et je lève les mains. non, Je clairement pas. caricature, mais voilà, c'est ça aussi, faire avancer dans sa maturité produit aussi et dans son pilotage de product management. Tout à fait. Ce qui nous fait une bonne transition sur l'importance aussi de s'adapter à sa maturité pour y aller petit pas par petit pas. Mm. Évidemment, de là où, selon là où vous allez, de là où vous partez, pardon, et là où vous voulez arriver. Et, euh, et, et on va vous donner plusieurs exemples, mais voilà, ces marges de maturité dont je parlais, en fait, pour moi, elles s'arrêtent jamais. On s'arrête jamais quand on fait du produit. On peut toujours aller plus haut et élever ses pratiques et faire mieux. Donc c'est aussi de ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Ouais, et après, en effet, ça dépend de pas mal de choses. Donc, enfin, le pilotage a sa propre maturité en tant que product, mais aussi à celle de son organisation et de son produit. Alors, je sais pas si on parle de tout ça plus tard ou si on aborde ça tout de suite. Je me souviens plus. On peut y Mais, aller. Oui. mais parce que, enfin, on peut partir du monde idéal de ce que ça veut dire piloter par l'impact quand on est dans une organisation qui est mature pour ça, dans une entreprise qui est assez stable financièrement, qui a les moyens pour vraiment faire les choses de cette façon-là, de façon sereine, on va dire. Et ça va passer par pouvoir piloter une roadmap, par exemple, d'opportunités et puis de fonctionnalités, de sortir de vision. Kanban ou timeline pour aller sur quelque chose qui s'approche plus, en tout cas de mon point de vue, d'un no next later, donc avec des échéances un peu moins définies, mais en tout cas quelque chose qui est
uniquement drivé par l'impact. Il s'avère que une roadmap d'opportunités, donc quand je parle d'opportunités, je parle vraiment de dire que dans la roadmap, on n'a pas une liste de fonctionnalités, on a une liste de besoins, de demandes, en tout cas d'opportunités au sens propre du terme, qu'on décide d'aller adresser ou pas, sans présumer forcément de la solution qu'on va y apporter. Et ça, c'est bien beau. La réalité, c'est que, et notamment quand on veut lancer un nouveau produit sur un marché qui existe déjà, et ben il y a une liste de fonctionnalités qu'il faut avoir, que sans ces fonctionnalités-là, on n'aura aucune pertinence sur le marché. Ça sert à rien de faire processiser les choses et se reposer la question du besoin et tout ça. Donc ça, on le fait plus avant quand on monte son entreprise. Mais c'est complètement OK de se dire que on veut piloter les choses par l'impact et d'avoir dans sa roadmap une liste de fonctionnalités à un moment qui est inscrite. Donc on sait encore une fois pourquoi est-ce qu'on les fait, c'est complètement OK. Donc pour moi, ça c'est un exemple typiquement de ce qu'on adapte dans sa culture et sa méthode produit quand on veut piloter par l'impact selon la maturité du produit sur lequel on travaille. Tout à fait. C'est vraiment, je prends souvent l'exemple du curseur, c'est placer le curseur au bon endroit aussi. Parce que tu parlais de on lance un nouveau produit, mais ça pourrait être la même chose sur, on a un produit qui a un fort legacy. Donc on sait qu'on doit, refacto plein de choses parce que sinon, bah, on n'arrivera pas à aller plus haut à un moment donné, de tout un tas de raisons, techniques, et fonctionnelles. Et souvent, moi, ce que j'explique aux équipes aussi, c'est, le pilotage par l'impact, c'est pas sans en tout cas, ce qu'on veut générer en termes de business et impact utilisateur, c'est pas 100 de ce que vous faites au quotidien. Voilà, c'est avoir cette bonne balance finalement entre le business as usual, c'est-à-dire, bah, il y a des choses qu'on doit faire tourner, il y a du run, il y a du refacto, il y a plein de choses, il y a du debug, il y a de la stabilité, enfin, voilà et puis, il y a, des features à faire évoluer et cetera, mais qui sont quelque part peut-être pas des choses qui ont le plus de «valeur» entre guillemets. On va pas être dans l'innovation tout le temps. En revanche, piloter par l'impact, comme je vous disais tout à l'heure, c'est se raccrocher à la strat et conduire sa et construire sa tactique. Et donc effectivement, tu parlais d'avoir des roadmaps qui sont plutôt orientés opportunités. Moi, je fais beaucoup travailler le Solution Opportunity Tree, par exemple, aux équipes, parce que ça permet de visualiser finalement, d'avoir cet arbre-là et de se dire, bah, OK, j'ai ma vision produit, j'ai mes éléments stratégiques. Je sais plus ou moins aussi, sur une time box assez petite, hein, évidemment, on fait pas des grands plans à 1 an quand on pilote par impact. Mon conseil, c'est de se piloter, à 4 mois maximum. Et c'est de se dire: «OK, à partir de là, quel type d'opportunité on a en fonction de la data qu'on récolte, qu'on arrive à analyser, les insights qu'on a selon votre produit?» Si vous avez, évidemment, si vous êtes sur du B2C, mais même sur du B2B, les retours utilisateurs qui sont traités via le service client ou via les commerciaux. Voilà, comment est-ce qu'on arrive finalement à agréger tout ça pour commencer à avoir des choses qui émergent et à partir de ces opportunités, descendre sur des choses qui vont être plus petites? Donc transformer ces opportunités en des initiatives qu'on va pouvoir tester rapidement. Donc là, on est plutôt aussi, dans une logique, POC ou MVP de se dire: «OK, on va les tester rapidement». On sent qu'il y a quelque chose qui va potentiellement bouger d'un point de vue, utilisateur et business. Essentiellement, c'est si on arrive à mixer les 2, c'est bien. Et ensuite, voilà, on dérisque tout ça. Donc c'est là aussi où on trouve son équilibre discovery, delivery, au milieu de tout cet arbre-là. Donc j'aime bien le poser parce que visuellement on voit et ça engage l'équipe aussi, de se dire: «OK, on a des Mm. branches et on sait ce qu'on va tester». Et ensuite, une fois qu'on a commencé à poker le truc et qu'on sait que ça fonctionne, eh ben, on va pouvoir continuer à itérer et construire une plus grosse solution. Ouais, Donc ça c'est des je suis vas-y, complètement vas-y. d'accord avec cet outil. Pour moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de magique dans le produit, qu'il y a en tout cas pas de baguette magique, pas de formule magique, rien de tout ça. Sinon, notre métier serait quand même vachement plus facile. Mais il y a quand même cet outil d'arbre d'opportunité, alors qu'on peut faire dériver dans tous les sens selon l'usage qu'on en fait. Mais pour moi, ça reste quand même un outil qui est hyper utile souvent.
tout le temps, même quand on est product, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre sur son scope, se Ouais. poser. Encore une fois, c'est ce qui pose la question du pourquoi on fait les choses. Et tu disais donc on part de la vision, on pose la strat et ça nous permet vraiment petit à petit de descendre de niveau et d'arriver jusqu'à c'est quoi le plus petit morceau que je peux aller mettre en prod et qui aura un impact que j'ai dérisqué. On peut aussi faire l'exercice inverse. Encore une fois, si on n'a pas de vision produit ou d'entreprise qui est posée, si on sait pas la strat, elle est pas assez claire, on peut quand même toujours se poser la question de partir de ce qui nous est demandé de faire ou de ce pourquoi on a la conviction qu'il faut y aller et petit à petit se poser la question du pourquoi pour en arriver jusqu'à quelque part se définir son propre objectif ou sa propre stat et pouvoir potentiellement la partager. Mais encore une fois, ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement quand on sort un peu de son habitude de faire côté product et qu'on arrive à avoir ce cheminement de pensée et on arrive justement à être vraiment différent. Et on parlait de avoir de l'impact quand on est product. Alors ça veut dire impact pour ses utilisateurs mais c'est aussi en interne que ça a de l'importance. Et pour moi, ça passe beaucoup aussi par l'attitude et Oui. la posture qu'on peut avoir quand on est product. Et alors ça va plus loin que rattacher les choses à ses objectifs ou à sa strat, mais ça reste toujours dans le mindset de pourquoi je fais les choses. Et ben on essaye d'ouvrir les chakras envers tout le monde, d'accueillir le feedback de tout le monde, qu'il soit utilisateur, qu'il soit commercial, qu'il soit support, et de vraiment activer les choses. Moi, ce que je dis souvent, c'est que côté product, il faut pas qu'on écoute nos stakeholders internes, il faut qu'on les écoute activement, et c'est toute la différence. Écouter activement, ça veut dire mettre en place des choses très rigoureuses qui font que on prend le feedback, on le digère, on le traite et on fait un feedback sur le feedback derrière. Donc on dit ce qu'on en fait, on dit si on le met dans la roadmap, on dit si on l'éjecte. En tout cas, c'est important d'avoir aussi cet impact-là quand on est product. Oui, et ben, je te rejoins totalement, hein. Et puis, challenger en fait, quand on est product, je vois la question de Nicolas de se dire quand on est dans une organisation orientée solution, et ben, Mm, la première des étapes, c'est effectivement quand on dit co questionner ce pourquoi on veut faire cette solution-là. Et questionner tout ça, c'est embarquer aussi tous ces arguments. Vous êtes product manager, bah, vous avez plein de choses à disposition pour pouvoir vous dire, alors vous avez votre intuition parce que vous connaissez votre produit. Ça, il faut quand même la garder. Garder son esprit critique aussi, c'est ce que je dis souvent. S'appuyer sur sa data, pour pouvoir aller se dire: «OK, on me demande une solution, on me demande une feature. Peut-être que c'est pas cette feature-là exactement dont le produit a besoin et dont les utilisateurs ont besoin. C'est peut-être un mor quelque chose un tout petit peu à côté», et c'est en le challengeant, appuyé d'arguments bien évidemment, on ne challenge pas pour challenger, hein. On fait du produit, donc on est pragmatique et argumenté. Donc regarder ses KPI, regarder ce qu'on a déjà fait par le passé, faire du benchmark, et cetera. Tout ça rentre aussi dans, les clés que vous pouvez avoir, parce qu'on n'est jamais dans l'organisation produit parfaite. Alors il y a les mythes aussi des belles boîtes à la Spotify qui fonctionnent bien, ceux qui sont vraiment dans l'optimisation de la valeur sur le marché, mais c'est pas le cas de 100% des boîtes aujourd'hui. Donc, il y a du chemin et c'est se saisir finalement de toutes les clés, de tous les artefacts que vous avez à disposition aussi pour pouvoir remettre ce pourquoi sur la table et ça fait partie de votre rôle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ouais. je disais à mes équipes en interne et ce que je continue à dire à mes coachés, c'est vous avez le droit de questionner, vous avez le droit de proposer, vous avez le droit de ne pas subir en fait. Mm. C'est hyper important, d'être Et dans ce mindset-là. Et à mon sens, piloter par l'impact, c'est aussi quasi la seule façon de réussir à remettre un peu tout le monde sur le même niveau de langage. Comme je le disais, pour moi, piloter par l'impact, le nerf de la guerre là-dedans, c'est comment je priorise. Donc, comment est-ce que je décide de où est-ce que j'investis mon temps de développement.
Si on essaie de prioriser des sujets les uns à côté des autres sans poser la question de quel objectif on cherche à atteindre en les mettant en œuvre, en réalité, c'est comme essayer de comparer des choux et des carottes. On va pas savoir. Alors si, on peut toujours prendre quelques petits critères d'impact, ce genre de choses qu'on peut trouver, mais la réalité, c'est que les personnes qui viendront avec des demandes ne parleront pas de la même façon que vous. Alors que si on pilote les choses par l'impact, si on clarifie vraiment les objectifs et là où on cherche à aller, bah, quelqu'un du support, un utilisateur, quelqu'un de votre équipe commerciale qui arrivera avec une demande, il saura déjà s'auto-challenger sur en fait ma demande, qu'est-ce qu'elle va impacter comme objectif, donc à quel point elle peut être alignée avec une stratégie d'entreprise, ou encore une fois, si cette stratégie n'existe pas, à quel point elle va pouvoir avoir de la valeur pour mon utilisateur. Donc c'est très très important de réussir à faire cet exercice-là. C'est une excellente transition sur notre, notre troisième volet de ce webinaire, c'est justement bah, comment on embarque son équipe, ses stakeholders, et comment en tant que PM on arrive à, à jouer en fait dans son organisation et avoir un rôle clé. On dit souvent que le PM c'est le chef d'orchestre. Mm, Oui, oui, parce que en tant que PM, on est à la croisée de tous les chemins, on doit parler tous les langages. Et tu l'as très bien dit, Nathalie, c'est réussir voilà à s'adapter au niveau de discours des uns et des autres, parce que si vous parlez avec le market, bah, vous n'allez pas rentrer dans des détails hyper techniques. Enfin, ça c'est rare quand même qu'on ait, enfin, mm, les personnes qu'on a en face, les détails techniques, c'est pas leur priorité. C'est comprendre là où on va, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va générer, le temps que ça va prendre, parce que c'est souvent la question qui est posée aussi. Et donc effectivement, quand on pense solution, de se dire, bah, si l'organisation pense solution, de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut redescendre sur plus petit et le mettre aussi au regard du temps que ça va coûter. Donc, parler à une direction, embarquer ses stakeholders, par exemple, c'est aussi se dire, bah, vous me demandez telle feature, comment est-ce que je vais réussir à en faire, qu'est-ce qu'on y alloue comme temps? C'est cette notion de carburant. Mon associé Nicolas, il utilise beaucoup cette notion de carburant. Bah, le carburant, il n'est pas illimité quand voilà, c'est comme quand on fait le plein et qu'on prend l'autoroute, bah, on va faire tant de kilomètres et puis après on n'a plus d'essence. Bah, là, c'est pareil. C'est de se dire par où on va passer et donc toujours garder en ligne de mire sa vision et le cap et te dire ok, comment est-ce qu'on fait plusieurs étapes pour finalement bah, s'arrêter, manger, prendre l'air, etc. Voilà, je fais un peu ces métaphores là aussi parce que ça permet de montrer que c'est pas linéaire en fait un produit et surtout ça prend du temps. Donc voilà. mm. Je pense que tu avais des choses à ajouter aussi sur cette partie, Ouais, Nathalie. bah pour moi, enfin c'est tellement clé de comment est-ce qu'on arrive à embarquer son équipe, ses stakeholders. Et je le disais un peu avant, mais enfin clairement l'attitude, la posture qu'on peut avoir en tant que product, ça fait vraiment toute la différence sur cette chose-là. Après, d'une partie prenante à l'autre, ça va être différent. Si on parle par exemple d'un point de vue avec son équipe tech. Son équipe tech, si on est capable de lui expliquer quelle est la direction, comme tu disais, on est chef d'orchestre, donc quelle est la direction un peu moyen terme où on cherche à aller, et voilà le chemin qu'on a décidé qu'on allait prendre pour y aller, ils vont beaucoup plus comprendre pourquoi on fait les choses, et du coup, ça va les amener à être beaucoup plus embarqués. Et il y a aussi autre chose là-dedans, c'est qu'il faut savoir faire des pas les uns vers les autres. Tu parlais à un moment parfois, t'as pas le choix, t'as du legacy à traiter aussi sur ton produit. Pour moi, à mon sens, du legacy, ça se traite exactement de la même façon. Faire passer un sujet tech dans une roadmap, c'est aussi le raccrocher à des objectifs. Si on a une équipe tech qui vient dire, mais moi j'ai un gros sujet, ça va me prendre 3 mois, j'ai besoin de 3 devs full time dessus, et il faut le faire parce qu'il faut le faire. Bien évidemment, on va pas être très enclin à faire de la place dans la roadmap pour faire passer ce sujet-là qui est impilotable parce que c'est une boîte noire, qui demande beaucoup de ressources alors qu'on sait même pas ce à quoi ça sert. Alors que la réalité, c'est que n'importe quel sujet tech a aussi son impact. C'est soit un impact sur de la productivité interne, de l'efficacité interne,
soit c'est un risque à pas faire qui est fort. Je sais pas moi, changer de techno par exemple parce qu'elle est plus maintenue ou ce genre de choses, ça porte un risque qui est fort pour le produit. Ou alors ça peut aussi avoir un impact business. Donc en fait, il faut montrer que le raisonnement est le même, que en fait on va tous dans la même direction. Et moi, il y a un truc aussi que j'ai souvent dit, c'est donc côté tech, on a souvent en face de nous des invés. Côté produit, on peut paraître un peu fuzzy, bullshit avec nos langages et nos termes qui soyons clairs, enfin embêtent tout le monde. La réalité, et tu le disais aussi, c'est qu'on est dans un métier qui est qui demande beaucoup de rigueur. Quand on part sur une exploration d'un sujet pour connaître la valeur qu'il a, pour le dérisquer, c'est quasi une démarche scientifique. On adresse une problématique, on définit la méthode qu'on va mettre en place du X Research pour répondre à nos hypothèses, les valider ou les invalider. On définit ce qu'on attend, on définit une timeline. On part pas au doigt mouillé, ou en tout cas si on fait ça, on a tort. On ne part pas au doigt mouillé sur ah tiens ça me ferait plaisir d'explorer ce sujet-là. Donc voilà, donc adapter sa façon de communiquer, montrer comment on travaille, montrer quel langage on utilise envers ces stakeholders business, mettre en place des choses, comme je disais, écouter activement ces stakeholders internes, ça veut dire mettre en place des choses, c'est soit des rituels, soit des outils, potentiellement les deux, et c'est donner de la visibilité, c'est sortir de ce truc de on est product, donc la roadmap c'est à moi et c'est ma responsabilité. La réalité c'est que oui, en effet, c'est de la responsabilité product, mais c'est vraiment l'affaire de tous. Donc il faut savoir la proposer, accepter d'être challengé parce que c'est important de pouvoir l'être. Et la réalité c'est que si on se fait challenger sur sa roadmap, si on l'a bien travaillé, on sait y répondre, ou alors on sait dire qu'on a loupé quelque chose et que en effet il faut peut-être la revoir un peu. Donc tout le monde y gagne. Et c'est comme ça aussi, avec ce genre d'attitude, qu'on gagne en pertinence vis-à-vis de ses stakeholders et qu'on se fait une vraie place en tant que product. Tout à fait. Il y a un truc qui revient souvent, et que je déteste, je sais plus qui avait dit ça, mais que les PM sont les CEO de leurs produits. Non. Euh, Clairement, non. Le produit, c'est l'affaire de tout le monde, comme tu l'as dit. Et c'est important de raconter des histoires. C'est aussi, vous êtes PM, le storytelling, c'est hyper important parce que ça permet effectivement de faire redescendre à certains moments aussi le niveau de pression, parce que les niveaux de pression ou d'incompréhension avec certains stakeholders, ils viennent souvent on ne s'est pas bien adapté, on n'a pas bien expliqué, on ne sait pas où est-ce qu'on emmène les gens, et du coup le choix qu'on va faire. Ou Mm, parfois expliquer que ça va prendre plus de temps parce que pour X ou Y raison technique, mais pas que technique, c'est un mélange de tout, c'est technique, fonctionnel, etc. Et c'est réussir à parler d'une seule voix. Et tout, je disais Nathalie, embarquer, c'est important. Il y a tout un tas d'ateliers de co-construction. Alors moi, je pousse beaucoup la co-construction. Alors déjà, tech produit, design, évidemment, mais d'embarquer quand on veut sortir quelque chose, quand on veut faire de l'innovation, bah, d'embarquer des gens du métier, en fait, mm, qui viennent aussi expliquer leur quotidien, participer à tous ces ateliers-là, parce qu'ils ont un certain savoir aussi, ils ont une connaissance qu'il faut parfois aller tirer un petit peu, parce que c'est pas évident, par exemple, quand on est côté customer success, de penser règles fonctionnelles, par exemple. On sait comment va fonctionner sa plateforme, puisqu'on répond et on est au contact du client tout le temps, mais réussir à les embarquer dans de la co-construction en disant, bah là, on veut faire une V2 d'un produit, on veut passer un cap sur certains marchés, etc. Bah, ça va être aussi s'appuyer sur eux parce que tout le monde a de la valeur et fondamentalement, quand on embarque tout le monde, et y compris la tech, moi c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de produit sans tech et puis il n'y a pas de business sans produit. Donc voilà, il y a le grand triangle en fait de se dire, bah, en fait on est tous connectés, on avance tous dans la même direction et c'est important de se parler, c'est important de communiquer dans les démos, d'expliquer. Alors j'ai vu des démos des fois qui étaient hyper techniques dans certaines organisations et je me disais, mais en fait, il y a 200 personnes qui sont en train de regarder cette démo, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Donc, essayez de se mettre à la place aussi des personnes qui viennent vous parler, vous écouter, ou qui vont lire vos communications, peu importe la taille de la boîte dans laquelle vous êtes,
parce que c'est des levées d'influence qui sont importants et il faut savoir en fait vulgariser aussi ce qu'on met en place, et le pourquoi et qu'est-ce qu'on veut atteindre aussi parce que finalement le pilotage par impact, bah, ça part du pourquoi et de quelque chose du résultat qu'on souhaite atteindre. Fondamentalement, le détail potentiel, c'est quand vous faites une démo de la feature, on l'a fait comme ci, comme ça, machin, avec tel truc, on s'en fiche un peu en fait. C'est fondamentalement la direction, qu'est-ce qu'on veut aller tacler en mettant ça en place. Mm. Et sur cette partie stakeholder, alors ça concerne peut-être des organisations qui sont plutôt type start-up PME, ça inclut aussi des stakeholders de type CEO, enfin cofondateur, qui souvent ont eu la main mise sur le produit, en tout cas au démarrage, et continuent à beaucoup s'impliquer dans ce sujet-là, et il y aura toujours des demandes qui vont faire. Et quand côté product, on a gagné en conviction parce qu'on a travaillé les choses, parce qu'on se demande pourquoi on fait les choses, parce qu'on connaît nos utilisateurs, parce on analyse notre data, et que du coup on challenge les demandes qui peuvent être faites de la part de ces personnes-là, ça amène aussi chez ces personnes-là des questions sur, ok, en fait, en effet, je fais cette demande-là, mais pourquoi? Enfin, pourquoi, tu vois, pourquoi moi-même je fais cette demande-là? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau à aller chercher pour mon entreprise? Est-ce que je sens, je sais pas moi, un cas un peu extrême d'un pivot qu'il faut qu'on fasse? Enfin voilà, ça peut aussi amener ce type d'impact-là. Donc, euh, donc, euh, donc être product qui se pose la question de pourquoi on fait les choses et qui la pose aux autres, c'est très important. Et tu donnais un bon exemple sur, notamment en écosystème startup où souvent voilà le CEO, bah, tu te construis, tu pilotes ton produit, c'est ton bébé, tu y as mis de l'argent, du temps, et cetera. Enfin voilà donc et tu pas forcément un profil en plus qui vient du produit. C'est comment on arrive à voilà, il y a une question aussi dans le chat qui dit: «Si la direction ne souhaite pas passer par le pilotage par l'impact, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, c'est, voilà, toi en tant que CPO, tu as fait pas mal d'environnements startup, Nathalie, qu'est-ce que Mm. tu donnerais comme conseil justement pour retrouver cet équilibre? Parce qu'il y a des startups où il y a pas encore de CPO, il y a pas encore d'équipe, produit, Bah, très en fait, établie. ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut le faire, mais sans le dire. En fait, c'est acquiescer quelque part à la manière de faire et faire les choses pour petit à petit montrer que l'intérêt, il est plutôt dans une autre façon de faire. En fait, moi, je suis persuadée que ce qui marche, c'est l'exemple. C'est vraiment que l'exemple. Et même en tant que CPO vis-à-vis d'équipe, hein, quand on arrive et qu'on veut muter un peu l'organisation en place, apporter une nouvelle culture, c'est bien beau d'arriver avec de la méthode, des outils, de l'explication, essayer d'évangéliser les choses comme ça. Ce qui marche le mieux, c'est quand même de montrer les choses et de prendre les sujets, d'être très hands-on, de mettre les mains dans le cambouis, de montrer comment est-ce qu'on peut faire les choses et ce que ça a comme impact. Donc même si la direction ne veut pas faire les choses comme ça, un CEO, ou une CEO aura aucun intérêt à pas se poser la question de pourquoi j'investis du temps de dev sur ce sujet-là et pas un autre. S'il veut pas entendre ou elle veut pas entendre la méthode et les méthodos qui vont autour ou des outils, faut se les garder pour soi et il faut montrer petit à petit qu'en fait on fonctionne comme ça et que c'est pertinent et que ça challenge beaucoup plus les sujets. Oui, je te rejoins tout à fait. Là-dessus, notamment si je fais un repas de côté avec les OKR. Alors les OKR, attention, hein, petit disclaimer, on les met pas en place n'importe comment, ni à n'importe quel niveau de maturité. Pour autant, c'est du pilotage par l'impact et il y a cette relation de quand on met en place le framework, il y a voilà, les ambitions stratégiques sont décidées par la direction et la tactique qui est décidée aussi par les équipes. Donc on a ce truc de bottom-up aussi et donc ça rejoint un peu ce que tu viens de dire dans l'état d'esprit, enfin ça rejoint complètement dans l'état d'esprit, c'est de se dire n'attendez pas qu'on vous donne la permission en fait. Vous Mm, avez plein de choses et surtout si vous êtes bien en bonne relation et que vous co-construisez bien avec votre équipe technique, vous allez réussir à faire passer des petits trucs. C'est-à-dire, hop, on teste, on se met d'accord, on se dit que ça, bah, ça va prendre, je sais pas, une demi-journée de dev ou même moins que ça, mais on peut tester déjà un petit concept avec un code un peu, on n'est pas sur le code parfait et c'est pas grave, mais au moins on va aller valider son hypothèse et ensuite on reviendra avec son discours.
en disant, bah, en fait, on a quand même poussé ça, ou on a fait un test là-dessus, et donc ça fonctionne. Et ça donne un argument aussi pour montrer que, bah, en fait, les chiffres, ils parlent, c'est pragmatique, en fait, hein, on peut pas revenir là-dessus. Enfin, en tant que CEO, moi, j'ai jamais eu aucun CEO. Je me souviens quand j'avais mes équipes produits en interne, où j'arrivais en disant, bah, on a fait ça, en fait, on vous avait pas trop prévenu. Et regardez ce que ça a généré. Et qu'ils disaient, ah, mais c'est super, mais du coup, faut qu'on continue. Bah oui, on va continuer, ouais. Et en fait, Mm. c'est comme ça que petit à petit, on arrive à faire pivoter l'état d'esprit aussi, et prendre plus de place et plus de responsabilité aussi en tant qu'équipe produit. Ouais, par contre, juste, je conclurai sur le fait de, il faut, enfin, on peut faire comme ça. Moi, je trouve que c'est en effet une bonne façon de faire. Et il faut surtout pas être dogmatique, parce que c'est ça qui va aussi braquer les gens en face de soi. Encore une fois, l'obsession qu'on doit avoir, c'est l'impact qu'on veut avoir. Au-delà de ça, quelle méthode, enfin voilà, quel outil. Quelque part, presque, on s'en fiche un peu. C'est ce qui importe, c'est à la fin ce qui se passe. Donc vraiment ne pas être dogmatique. Oui, complètement. Et d'ailleurs, conseil aussi, c'est, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de frameworks, on a tendance à les empiler, surtout depuis quelques années. Alors, il y a plein de bonnes choses dans tous ces outils et dans tous ces frameworks, mais c'est l'adapter à qui vous êtes, votre culture, là où vous en êtes, en prendre des clés finalement pour pouvoir avancer sans se rajouter une couche et subir en fait. Mm, Moi, j'ai vu des équipes qui faisaient des discoveries pendant 6 mois. Bon, bah, ça, c'est pas une bonne pratique, hein, à mon sens. 6 mois de discovery, bah, entre le moment de démarrage et le moment où vous allez atterrir, bah, en général, de toute façon, le marché l'a bougé. Donc votre discovery, elle est plus bonne. Et puis fondamentalement, si ça a pris autant de temps, c'est que vous cherchez pas la bonne chose. mm. Ou alors qu'on vous a donné un cadre qui n'était pas assez clair aussi pour pouvoir aller chercher des réponses. Donc faites des discoveries qui sont courtes. Pas besoin de lancer toujours les grands plans bah, j'ai lu tel bouquin, il faut faire telle phase et telle phase et telle phase. Non. Mm. Faites ce qui fonctionne pour vous en fait. C'est ça qui est important et ce qui fonctionne pour l'équipe et qui va vous permettre de nouveau de communiquer aussi au travers de tout ça. Et de la même façon, alors je fais peut-être une petite digression, mais enfin, j'interviens aussi en formatrice dans certains bootcamps et je sais que j'ai à chaque fois la question de, moi, je veux faire plutôt de la discovery, dans quel type d'entreprise il faut que j'aille. Ça n'a aucun sens de poser ce genre de questions quand on dit qu'on est un PM impactant, un win PM impactant. Ça veut dire qu'on est responsable de A à Z. Donc depuis l'exploration de ces sujets, voire de l'identification des opportunités pour aller impacter ces objectifs, jusqu'à qu'est-ce qui se passe en prod, comment mes utilisateurs utilisent ce qu'ils ont entre les mains, qu'est-ce qui marche pas, etc. Donc il n'y a pas à faire soit de la discovery, soit du delivery. En fait, on fait les deux. On fait les deux un peu toujours en parallèle. C'est comme ça que l'un nourrit l'autre. Et il n'y a pas de à mon sens, il y a pas un découpage à faire entre ces deux types d'activités dans le métier du product. Ah ouais, non, non, je te rejoins. Pour avoir coaché enfin, des plein de PM qui effectivement avaient ce postulat-là, c'est depuis quelques années, hein, que je vois depuis 4 5 ans, moi. Mm, Ah bah non, mais là, on évolue, on veut plus faire du delivery. Le delivery, c'est pas ça, là. Effectivement, pour moi, si on est PM et qu'on a plus les mains dans le delivery, on maîtrise plus son produit, on n'est plus PM. mm. Non, Euh, et tu vois, on parlait de la maturité. Pour moi, c'est quand tu gagnes en expérience product, c'est pas que tu vas faire plus de discovery et moins de delivery, c'est qu'en fait, tu vas être de plus en plus capable de monter de niveau dans c'est quoi les objectifs que j'impacte, c'est quoi la stratégie, etc. Donc, c'est là où, la maturité se voit. Mais dans les activités, on continue à faire les deux. Oui, voilà. Donc, posez-vous cette question-là aussi selon la boîte dans laquelle vous êtes. Bah, si c'est très décorrélé, alors parfois il y a aussi le débat PO-PM qui est en train de se créer dans des orgas aussi, où c'est le PM qui fait la disco et qui cadre un peu l'exécution de la stratégie et le PO qui fait le delivery. Bon, si vous êtes dans ce cas-là, ne faites pas le passe-plat. C'est-à-dire garder une relation forte avec votre PO parce que
votre organisation a décidé que ça allait fonctionner comme ça, fine, mais hackez-le un peu, restez en connexion totale avec votre équipe technique. Voilà, on n'est pas juste en mode non, mais moi je prends, je mesure mes KPI, je fais ma disco et après débrouillez-vous. Non, comme on se le disait, c'est important d'être là, d'avoir toujours la vue fonctionnelle, technique de là où on en est, parce que si vous la perdez, en fait, vous allez perdre en fait sur le sens en fait de ce qui a été construit et les possibilités aussi que vous pouvez aller pousser pour aller un peu plus loin. Voilà. Et, est-ce que vous avez des questions, les personnes qui nous écoutent? N'hésitez pas hein, à nous les envoyer dans le chat ou appuyer sur le petit bouton pour monter sur scène. On est là pour y répondre. Il nous reste un peu 10 minutes, Après, un peu moins de enfin, 10 minutes. si on peut dire un petit mot de conclusion pas sur ce truc-là, tu vois, comme tu disais, les OKR, c'est un outil pour parler d'impact, d'objectifs, ce genre de choses. Enfin, pour moi, quand on dit piloter par l'impact, il n'y a pas à trop réfléchir non plus quand on est dans des entreprises qui ne le font pas. Il n'y a pas besoin de passer 6 mois à essayer de mettre en place une strat, des objectifs, etc. Très rapidement, juste poser deux, trois objectifs qu'on a envie de se fixer soi, d'essayer de voir comment sa roadmap se raccroche à ça, les itérer un peu dessus, les raffiner au fur et à mesure. C'est déjà quelque chose qui enclenche vraiment le travail de passer vers du pilotage par impact quand on est product. Clairement, clairement, clairement. Il n'y a pas de. On peut s'accrocher à toutes les branches, je peux dire. Ouais, ouais, ouais. Bah surtout, c'est pas une grosse montagne devant soi qu'il faut franchir. Enfin, c'est des petites étapes qu'on peut mettre en place. On peut s'arrêter à la première, on peut y passer beaucoup de temps, on peut passer à la deuxième rapidement. Enfin, c'est vraiment selon ce qu'on arrive à faire et du temps qu'on a aussi à y accorder. Mais dans tous les cas, quand on essaie de mettre en place ce type de transformation, encore une fois, il faut essayer, il faut y aller, il faut montrer par l'exemple et il faut aussi choisir ses combats. Parce que sinon, on peut aussi vite s'essouffler et juste ne pas y arriver. Oui, tout à fait. C'est le côté on nage pas à contre-courant tout le Non. temps. C'est ça. Sinon, on s'épuise. Exactement. Et ben, on nous dit merci, très clair, bravo. Visiblement, on a été hyper Parfait. parfait, il n'y a pas de questions. Bah, merci en tout cas à tous. Nathalie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait largement le tour du sujet. Ouais. Je crois que c'est Et, tout bon, que tout a été dit. et ben, on espère que vous repartez avec des clés concrètes, que vous allez pouvoir expérimenter des choses, commencer petit, voilà, ne pas attendre qu'on vous donne la permission aussi de vous baser sur ce qui fait fondamentalement votre rôle de produit. Merci Marion.